Nous allons parler de décarbonation du secteur de l'autonomie avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Mathis Egnel, qui est chargé de programme santé, énergie, climat au Shift Project et qui a piloté une étude sur la décarbonation de la branche autonomie. Bonjour Mathis. Bonjour. Peut-être présenter le Shift Project pour commencer. Oui, bien sûr. Alors, donc ce travail qu'on a mené au sein du Shift Project, déjà, il faut savoir que c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec la CNSA et le N3S sur la décarbonation du secteur de l'autonomie. Et ce travail, on l'a fait donc au sein d'une association qui a été créée en 2010 qui s'appelle le Shift Project. Et cette association s'est donnée comme objectif d'influencer les débats, ou en tout cas d'éclairer les débats sur la transition énergétique et sur la décarbonation de la société. Ce que ça implique, c'est que depuis plusieurs années, le secteur, enfin, cette association s'intéresse à différents secteurs en lien avec les enjeux énergie-climat et essaye de regarder ce qu'il faut mettre en place dans ces secteurs pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, notamment pour s'aligner avec les accords de Paris. On peut avoir des exemples de thèmes sur lesquels vous avez travaillé hors celui de l'autonomie? Oui, bien sûr, je pense que le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est de présenter un projet qui a été initié en 2020, à peu près enfin, au moment où commençait la crise de la Covid, qui s'est appelé le plan de transformation de l'économie française. Ce plan de transformation de l'économie française, justement, il a visé à regarder plein de secteurs en France, plein de secteurs économiques, et de regarder ce qu'il fallait mettre en place pour décarboner. Dans ces secteurs, on retrouve notamment, par exemple, des secteurs industriels, des secteurs liés au numérique, des secteurs liés au bâtiment ou au transport, donc des secteurs qu'on associe énormément aux enjeux énergie-climat. Et il y a d'autres secteurs qu'on a moins l'habitude d'associer à ces enjeux-là. Et c'est par exemple, c'est par exemple le cas de la culture. On a regardé ce qu'il fallait mettre en place dans le secteur de la culture pour décarboner, ou sujet qui nous concerne aujourd'hui, le secteur de la santé et du médico-social, donc de l'autonomie. Moi, ce que j'aime bien dans le Shift Project, c'est que enfin, personnellement, j'ai une vision comme étant objectif et pratico-pratique. Et c'est vrai, concret, en fait. Et ça, j'adore. Le côté, alors, vous l'avez peut-être un petit peu, vous l'avez un peu dit, mais pourquoi on s'intéresse, pourquoi le Shift Project s'intéresse à l'autonomie, au secteur de l'autonomie, qui est quand même un secteur particulier. Alors, c'est vrai que c'est un secteur particulier et encore une fois, c'est vraiment pas un secteur où on se dit naturellement, tiens, il y a un lien avec les enjeux énergie-climat. En fait, nous, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'est intéressé à ce secteur et pour ça, il faut comprendre l'ADN du shift. En fait, au shift, nous, on va s'intéresser au flux physique, c'est-à-dire au nombre de kilomètres qui sont nécessaires à parcourir, au nombre de surfaces à chauffer, au nombre d'aliments qu'il est nécessaire de produire pour qu'un secteur puisse fonctionner. Et en fait, quand on pense d'un point de vue physique, il n'y a aucune raison de ne pas associer le secteur de l'autonomie à ces enjeux physiques et à ces enjeux de dépendance aux ressources notamment fossiles qui derrière mènent à des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi il n'y a aucune raison? C'est parce que le secteur de l'autonomie, il faut savoir que c'est 1,4 million d'emplois en France, c'est 1,6 million de personnes accompagnées, que ce soit en établissement pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap ou encore à domicile. Et pour qu'il fonctionne, en fait, ce secteur, il va mobiliser des déplacements, des véhicules pour le transport. Par exemple, l'exemple des services à domicile est très parlant là-dessus. Il va aussi mobiliser de l'alimentation, donc de la production agricole, puisque beaucoup de ces établissements du ski fondent le secteur de l'autonomie sont des lieux de vie qui accueillent des personnes toute l'année et donc qui proposent des espaces de restauration collective pour permettre à ces personnes de se nourrir. Ça nécessite de mobiliser des bâtiments, de chauffer ces bâtiments en hiver, de refroidir ces bâtiments en été. Donc, en fait, d'un point de vue vraiment conceptuel, il n'y a pas forcément de raison d'éloigner ce secteur des enjeux énergie-climat. Maintenant, d'un point de vue plus, on va dire, pourquoi il est important que ce secteur s'empare de ces enjeux, c'est parce que, en fait, quand on pense d'un point de vue physique et qu'on pense d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, ce que ça traduit, c'est une forte dépendance de ce secteur en approvisionnement en ressources fossiles, et les ressources fossiles étant des ressources limitées, donc dont l'approvisionnement peut être contraint. Et pour nous, limiter cette dépendance aux ressources fossiles, c'est à la fois décarboner, donc baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi renforcer la résilience de ce secteur face à des possibles contraintes d'approvisionnement en ressources énergétiques, Bien sûr. la crise énergétique de 2022 en étant un parfait exemple. Mais si je peux un peu étayer cette réponse, il y a deux autres raisons pour lesquelles on s'est intéressé au secteur. C'est la seconde raison, c'est que le secteur est particulièrement vulnérable, en fait, euh, au dérèglement climatique. Les personnes qui sont accompagnées sont notamment des personnes vulnérables qui subissent encore plus que, par exemple, des personnes qui vont avoir une moyenne d'âge autour de 20 ans, les conséquences du dérèglement climatique. Plusieurs exemples. Il y avait la tempête Cynthia en France en 2010, où l'âge médian des victimes était de 74 ans, alors que l'âge médian des personnes qui ont subi cette tempête était de 52 ans.
L'autre exemple, c'est celui des canicules. Je pense que ça, c'est un exemple qui nous parle à tous et à toutes. Les personnes âgées sont notamment très fortement vulnérables aux périodes de chaleur. Et un exemple très parlant là-dedans et assez sinistre, c'est que depuis, entre 2014 et 2022, il y a à peu près eu 33 000 décès qu'on peut attribuer à la chaleur. Et sur ces 33 000 décès, il y en a 23 000 qui sont des personnes de plus de 75 ans. Donc ça, c'était pour un focus un peu sur les personnes âgées, mais en fait, si on regarde pour les personnes en situation de handicap, le constat est le même. Par exemple, il y a une étude de l'OMS qui a montré que pour le taux de mortalité des personnes en situation de handicap lors d'événements climatiques extrêmes était 4 fois supérieur. Et enfin, la dernière raison de s'intéresser au secteur, c'est que, en raison du vieillissement de la population, de la meilleure prise en charge des personnes accompagnées, etc., en fait, le secteur en lui-même de l'autonomie va naturellement croître, puisqu'il y a avec le vieillissement de la population, il y a donc plus de personnes âgées qui risquent de perdre leur autonomie et qui donc doivent être accompagnées. Et donc, si on ne fait rien, en fait, le secteur risque d'accroître sa dépendance aux ressources fossiles parce que son activité va augmenter. Et l'intérêt pour nous, encore une fois, c'est en fait de faire apparaître le secteur de l'autonomie dans les débats de la transition énergétique et écologique. Puisque en fait, il faut faire valoir justement les spécificités de ce secteur pour que les mesures et les leviers qui soient proposés à l'échelle nationale, départementale, en fait, soient adaptés à ces spécificités. Voilà, c'était une réponse un peu longue, mais ça me semblait Très 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 important bien, de très très j'adore. préciser justement pourquoi. Le, est-ce qu'on peut expliquer le périmètre de ce que vous entendez par autonomie dans l'étude que vous avez menée? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on entend par autonomie, ça va être, en fait, nous, on a un périmètre qui est centré sur les opérateurs du secteur de l'autonomie et non pas sur les personnes accompagnées. Ce qu'on a pris en compte, c'est l'ensemble des établissements et services qui sont nécessaires à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Donc dedans, on va avoir notamment des établissements pour personnes âgées, des établissements pour personnes en situation de handicap et également des services à domicile. Et en gros, concrètement, on retrouve dedans des lieux d'hébergement, c'est le cas par exemple des EHPAD, des lieux de formation et d'éducation spécialisés, c'est le cas des IME, et des lieux de travail adaptés, par exemple, c'est le cas des ESAT. Donc, quand j'ai commencé à lire la synthèse du rapport, moi, ma présupposition, c'était que le virage domiciliaire allait augmenter l'émission de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas forcément la conclusion, mais on verra à la fin. Les principaux, enfin, les principaux chiffres, conclusions du rapport, est-ce que vous pouvez expliquer les données? Alors, Telles que vous les voyez-vous? oui, alors en fait, déjà, je vais un peu commencer par m'excuser parce que je pense que ma présentation enfin, sera un peu technique, en tout cas ce que je vais dire, et contiendra beaucoup de chiffres. Chiffres, pardon. C'est parce que le rapport qu'on propose, justement, essaye de poser des chiffres sur la dépendance en carbone, en ressources fossiles, etc., du secteur. Maintenant, si on doit retenir, en fait, peut-être revenir un peu sur comment on a organisé le travail. euh, Ce qu'on a essayé de faire, nous, notre objectif final avec la CNSA et le N3S, c'était de quantifier des leviers de décarbonation qui pouvaient être appliqués pour le secteur. Donc ça veut dire proposer des choses, des actions qu'on peut mettre en place pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et savoir combien chaque chose qu'on propose peut contribuer à cette baisse. Pour pouvoir faire cela, la première étape a été de réaliser un bilan carbone. Donc, pour réaliser un bilan carbone, c'est essayer de compter combien d'émissions de gaz à effet de serre sont attribuables aux activités du secteur de l'autonomie. Donc, combien on émet pour déplacer les personnes accompagnées, pour déplacer les visiteurs, pour produire l'alimentation, combien on émet pour traiter les déchets, etc. Donc, si on doit retenir enfin, les éléments clés pardon, de ce bilan carbone sont les suivants. Le secteur de l'autonomie, il contribue à hauteur de 10 millions de tonnes de CO2. En tout cas, pardon, il émet annuellement 10 millions de tonnes de CO2. Ça parle peut-être pas forcément, parce que voilà, ça ne veut rien dire en vrai si on le prend ce chiffre séparément. Concrètement, ça représente 1,5% des émissions de gaz enfin, d'émissions carbone, de l'empreinte carbone de la France. Et maintenant, si on doit retenir d'où proviennent ces émissions, nous, on l'a divisé en quatre quarts qu'il y a un quart de ces émissions qui proviennent des déplacements, pardon. Donc là, dans les déplacements, on va avoir à la fois les déplacements des services à domicile, des déplacements domicile-travail des professionnels qui se rendent en EHPAD, en ESAT, etc. Euh, mais il y a aussi le déplacement des personnes accompagnées, que ce soit pour aller enfin, à l'hôpital ou pour aller se rendre dans des lieux de formation et d'éducation spécialisés. Il y a aussi le déplacement des proches aidants. Donc ça, c'est le premier quart. Un second quart provient de la consommation énergétique. Là, cette consommation énergétique, elle provient majoritairement du fait qu'on consomme beaucoup de fuel et encore beaucoup de gaz pour chauffer enfin, les établissements, mais également pour chauffer l'eau chaude qui est utilisée, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou en cuisine, par exemple. Donc voilà, c'est cet autre quart. Enfin, il y a un autre quart qui provient de l'alimentation, donc de la consommation de repas dans ces établissements. Un ordre de grandeur enfin, qu'il faut avoir en tête, c'est que le secteur d'autonomie, c'est 1,1 milliard de repas consommés annuellement. Donc ce volume est très conséquent et
On sait aujourd'hui que le système agricole repose encore grandement sur des énergies fossiles ou à d'autres processus qui ne se reposent pas sur les énergies fossiles mais qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas par exemple du méthane pour l'élevage bovin. Ça explique pourquoi ce secteur, l'alimentation représente une part aussi importante des émissions du secteur. Et enfin, il y a un dernier quart, finalement, où il y a le reste des émissions, et dedans, on va trouver notamment des émissions qui sont liées à la construction des bâtiments, à la construction des parkings ou à la construction des ordinateurs qu'on utilise dans les EHPAD, par exemple. Et un autre point qui peut être intéressant, c'est on retrouve dedans le fait que 7% de l'empreinte provient du soin. En fait, provient de la consommation de dispositifs médicaux, de médicaments ou des hospitalisations. Et en fait, cette répartition en quatre quarts, ça permet de se rendre compte d'où proviennent les émissions. Et ça permet aussi de se rendre compte que finalement, les secteurs de l'autonomie, c'est surtout un secteur d'accueil et de lieu de vie et moins un secteur de soins. Et ça se traduit justement par le fait que le soin représente que 7% des émissions de gaz à effet de serre. Alors que si on regarde le système de santé dans sa globalité, ce qui est imputable aux médicaments et aux dispositifs médicaux, c'est la moitié des émissions. Dans les quatre quarts, quel est le quart ou quel est l'item en fait qui est le plus facile pour réduire les émissions? En fait, il faut savoir qu'on peut faire beaucoup de choses sur tous les postes. Le, alors, en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que dans chaque poste d'émission, donc que ce soit alimentation, transport ou énergie, en fait, on peut mettre des choses en place et il y en a qui sont faciles et d'autres un peu moins. Si on regarde juste en termes de potentiel de décarbonation, c'est-à-dire sur lequel on pourrait pousser le plus la C'est ça, décarbonation et réduire le plus. En c'est ça. fait, ce qu'on constate, c'est que c'est le cas, on retrouve ça, là où c'est le plus important la baisse, c'est pour l'énergie consommée dans les bâtiments. Si ma mémoire est bonne, et en fait, c'est pas que ma mémoire, je l'ai noté, donc je me permets de le regarder. Ah oui, voilà, c'est 96%. On pourrait baisser d'ici 2050 96% les émissions liées à la consommation d'énergie dans les bâtiments. Et en fait, cette baisse aussi significative, elle s'explique par deux raisons. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la consommation d'énergie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, repose principalement sur des énergies fossiles. Et en fait, ces énergies fossiles, on peut les substituer par des énergies beaucoup moins carbonées, par exemple par de l'électricité. Ça revient à remplacer, par exemple, un système de chauffage au fioul ou au gaz par une pompe à chaleur électrique, si on peut aussi tenter de raccorder ça à des réseaux de chaleur urbains quand c'est possible. Et en fait, pourquoi on va dire, le potentiel est aussi important et c'est simple, c'est parce que on est capable de substituer les énergies fossiles par des énergies beaucoup moins carbonées et rendre un service équivalent, c'est-à-dire remplacer un chauffage d'une pompe à chaleur, enfin de fuel par une pompe à chaleur. In fine, on obtient toujours un chauffage et donc le service rendu peut être équivalent. Et donc, en fait, cette baisse, elle s'explique par le fait qu'on remplace des systèmes qui reposent sur du fossile, du gaz et du fuel par d'autres systèmes et aussi par le fait qu'en isolant les bâtiments et en mettant en place des actions de sobriété, il est aussi possible de baisser la quantité d'énergie consommée. Et donc ça illustre parfaitement ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est que ce qu'on constate, c'est que c'est un gros potentiel de décarbonation. Maintenant, est-ce que c'est pas facile? Ben, en fait, il y a des choses qui peuvent être faciles. Par exemple, mettre en place certaines mesures de sobriété, certaines isolations ponctuelles, etc., peut être facile à mettre en place. Maintenant, revoir, rénover totalement et thermiquement un bâtiment, bah, ça nécessite des coûts importants. Ça peut nécessiter de déplacer les personnes qui sont dans les établissements. Et donc, il peut y avoir de grands freins associés. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est aussi simple que ça à mettre en place. Donc, ça, c'était pour l'énergie. Et l'autre poste où, pour moi, il me semble intéressant de constater que le potentiel de baisse est important, c'est dans le cas des déplacements. En fait, dans les déplacements, c'est la même chose. Les transports aujourd'hui reposent majoritairement sur des véhicules thermiques, donc des véhicules qui consomment du pétrole notamment. Et en fait, en optimisant les tournées, par exemple, des déplacements de domicile, donc en diminuant les distances parcourues, mais également en équipant les établissements de petites voitures électriques ou en favorisant le déplacement à vélo pour les déplacements domicile-travail, etc., ce qu'on constate, c'est qu'on pourrait baisser jusqu'à 80% les émissions liées au transport d'ici 2050. Donc là, il y a un très gros potentiel. Oui, parce qu'en fait, là, on va aborder on va aborder le sujet qui m'a pris position, c'est qu'en fait, les gens, la population vieillit, enfin 80%, enfin je ne sais plus quel chiffre, mais 80% des seniors veulent rester à domicile. Donc en fait, il y a des déplacements des auxiliaires de vie à domicile. Si on vient dans mon petit village en Savoie, il va falloir faire des kilomètres, et on ne monte pas en vélo, entre parenthèses, hein. Donc voilà, donc il va falloir faire des kilomètres. Euh, euh, Au final, est-ce que ça ne va pas faire augmenter la consommation de pétrole ou même d'énergie, mais même de l'énergie, faut le produire. Alors, en fait, si on regarde toutes choses égales par ailleurs, si on ne fait rien pour décarboner, en fait, l'augmentation de l'activité
va conduire naturellement à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le fait que, effectivement, ce que vous soulignez tout à l'heure, enfin, il y a une plus grande partie, enfin, une hausse des personnes à accompagner, notamment des personnes âgées, bah, en fait, plus on a de personnes à accompagner, plus le secteur a un volume d'activité important. Et donc, si on ne baisse pas les émissions de ce volume d'activité, naturellement, les émissions vont augmenter. Nous, ce qu'on estime, c'est que si on ne fait rien pour le secteur de l'autonomie, les émissions du secteur pourraient augmenter jusqu'à 40% d'ici 2050, ce qui est totalement significatif. Donc, passer à des émissions annuelles de 14 millions de tonnes de CO2. Maintenant, donc spécifiquement sur le secteur enfin, dans le cas d'un virage domiciliaire, donc avec une tendance à accueillir les personnes âgées plus à leur domicile qu'en établissement, effectivement, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que, en fait, OK, accueillir plus de personnes à leur domicile, ça va signifier forcément plus de déplacements des services à domicile et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre associées. Et en fait, si on regarde uniquement les services à domicile, bah, en fait, c'est vrai, l'activité des services à domicile va augmenter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision systémique sur le secteur de l'autonomie. Donc, c'est essayer de regarder, OK, bah, en fait, si on augmente d'un côté, est-ce qu'on ne baisse pas de l'autre? Et Voilà, en fait, exactement. C'est là que je trouve bien dans votre rapport, en fait. Ça, je trouve c'est génial. C'est qu'en fait, c'est pas isolé. Vous n'avez pas isolé l'autonomie, vous avez pris en globalité. exactement. Mais en fait, exactement, c'est un point très important, c'est que si on isole des points, on peut se rendre compte que quelque chose peut être très bénéfique pour l'environnement, mais en fait, il y a une contrepartie tellement importante et dégradante pour l'environnement sur un truc qu'on ne prendrait pas en compte, et en fait, on n'y gagnerait pas au global. L'exemple très parlant, c'est celui de la rénovation. Rénover un bâtiment, ça émet du carbone, mais Bien en fait, sûr. rénover un bâtiment pour réduire la consommation d'énergie, bah, en fait, quand on regarde dans sa globalité, on constate qu'on est gagnant d'un point de vue des émissions. Et si on revient au service à domicile, enfin, pardon, au virage domiciliaire, bah, en fait, ce qu'on constate, c'est que la hausse des déplacements liés au service à domicile, en fait, elle est compensée par la baisse des déplacements des déplacements domicile-travail, des personnes qui initialement se rendaient en institution, donc en EHPAD par exemple, pour prendre en charge. Bah, donc s'il y a moins de personnes en EHPAD, il y a moins besoin de enfin, ces déplacements domicile-travail, et donc ça compense indirectement. Sur l'aspect émissions à gaz à effet de serre, est-ce qu'il faut mieux regrouper les gens dans un même endroit, c'est-à-dire en fait en EHPAD ou en résidence, en habitat pour seniors, ou alors ou alors de maintenir à domicile? J'allais dire nous parce que je suis très concerné. Bah alors, c'est une très bonne question. Là, je préfère ouvrir une belle parenthèse concernant notre rapport. Il faut savoir que dans notre rapport, on a essayé de creuser deux scénarios possibles pour le secteur de l'autonomie. Un qu'on a qualifié de virage domiciliaire et un qu'on a qualifié simplement de sans virage domiciliaire. Et concrètement, les deux scénarios se distinguent par la modalité d'accueil des personnes âgées, où elles sont accompagnées en établissement, ou elles sont accompagnées à domicile. Et nos deux scénarios sont volontairement polarisés. Et on sait bien que la réalité risque de se situer entre les deux, c'est-à-dire un intermédiaire entre un accueil en établissement et un accueil à domicile. Et pourquoi j'ouvrais cette parenthèse? C'est parce qu'il faut savoir que notre étude à ce jour ne permet pas, strictement parlé, de comparer enfin, une prise en charge à domicile avec une prise en charge en établissement. Ce point, il est important à souligner. Je vous invite à consulter le rapport pour comprendre pourquoi. Donc, je ne peux pas répondre avec certitude à votre question. Maintenant, si on peut donner quelques généralités sur le carbone, il faut savoir que d'un point de vue général, il est bien meilleur de mutualiser des activités pour pouvoir baisser les volumes d'activité, justement. Euh, mais cette mutualisation, en fait, elle est pas exclusive à un accueil en établissement. Par exemple, on peut imaginer des personnes qui restent à leur domicile, mais qui se regroupent dans des quartiers ou qui se regroupent dans des établissements, faire des colocations entre personnes âgées ou autres, justement pour permettre de mutualiser les soins à domicile qui seraient apportés. Euh, donc voilà, en fait, d'un point de vue physique, c'est toujours mieux de mutualiser, mais maintenant, encore une fois, cette mutualisation, elle peut être aussi valable au service à domicile, enfin à domicile ou en établissement. En établissement, elle est plus naturelle parce qu'en fait, les établissements, on a tendance à regrouper les personnes accompagnées au sein d'une même structure et donc c'est plus simple. Ça veut dire que enfin, les professionnels vont dans un même endroit. Une personne un médecin qui consulte un patient, en fait, elle peut juste changer d'étage pour en consulter un autre, etc. Une question qui, à mon avis, est un peu plus compliquée. D'ailleurs, il y a une phrase dans la synthèse du rapport qui l'aborde, la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, si on maintient les gens en prévention, on va dire en bonne santé, si on recule l'âge de la dépendance et la baisse de l'autonomie, est-ce que ça a une incidence ou pas, d'après vous, sur l'émission de gaz à effet de serre? Alors, Ça, donc, c'est une question difficile, parce on c'est- pourrait s'estimer qu'une personne qui est dépendante, entre guillemets, bouge moins, donc a moins d'activités, de loisirs, etc. Alors que même, moi je connais des gens à 85 ans qui sont en pleine forme, bon, par exemple, mes parents, et qui continuent à bouger un peu dans tous les sens. Et donc ils consomment.
Ils consomment de la Et voiture. effectivement, alors non, mais c'est une excellente question. Et alors, je vais faire un peu de pub et répondre que partiellement. En fait, c'est un sujet qu'on souhaiterait aborder dans un projet qu'on va mener au Shift Project l'année prochaine sur la prévention, la promotion de la santé, puisque exactement ce que vous mentionnez, il y a une question de périmètre sur la prévention. Maintenant, enfin, parce que une baisse d'une activité d'un côté peut augmenter une Ah activité de oui, l'autre. bah oui, Maintenant, si on regarde uniquement le secteur de l'autonomie, donc si on se centre sur ce périmètre-là, en fait, la prévention peut permettre de baisser l'activité du secteur de l'autonomie. Parce que prévenir la dépendance, bien sûr, donc c'est pas prévenir le vieillissement, mais c'est prévenir la perte enfin, de l'incapacité pendant le vieillissement, prévenir cette dépendance par de l'activité physique, une meilleure alimentation, etc. Donc par des mesures de prévention qui ne se cantontent pas d'ailleurs au secteur de la santé, c'est des préventions qui doivent se faire à l'échelle nationale et qui concernent tous les secteurs. C'est limiter notre vie sédentaire au bureau, par exemple. C'est limiter notre consommation de viande rouge pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires, etc. En fait, nous, l'intuition qu'on a, c'est que la prévention permettrait de baisser l'activité du secteur d'autonomie parce qu'en fait, nous, on a un scénario moyen de prise du nombre de personnes qui vont devoir solliciter le secteur de l'autonomie d'ici 2050. Mais si on met en place des mesures de prévention, en fait, ce nombre de personnes qui solliciteraient de l'autonomie pourrait baisser. Et donc, s'il y a moins de personnes à prendre en compte, je reviens sur cette idée-là, moins de personnes à prendre en compte, c'est moins de volume d'activité et donc potentiellement moins d'émissions de gaz à effet de serre. pour le secteur d'autonomie, mais en même temps, Exactement. après, Mais ça voilà, peut. mais nous, on n'a pas fait cette étude de rebouclage. D'accord. Maintenant, en fait, cette question-là, en fait, elle ne doit pas que se traiter. Et en fait, toute la question de la décarbonation dans le secteur de l'autonomie ne doit pas que se traiter uniquement avec le prisme du carbone. Derrière, il y a des questions sociales, des questions Bien éthiques qui sûr, se bien posent. sûr, bien sûr, Et là, on peut très largement se poser la question de est-ce qu'on a envie de comparer une personne en perte d'autonomie à une personne qui est saine, même si cette personne saine émet plus bien d'émissions. sûr. Oui, bien sûr. C'est des questions très. Il y a l'éthique derrière, en plus, j'imagine. Et puis, Exactement. c'est complexe, c'est très complexe. Effectivement, on pourrait dire, voilà, ben, la personne âgée est en meilleure santé. Moi, ce que je veux être en meilleure santé, mais je vais faire augmenter le coût de consommation de loisirs, déplacement pour les loisirs, le tourisme, etc. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on pouvait aborder? Euh, alors moi, je peux peut-être proposer, enfin, juste, si je vais me permettre de résumer un peu notre méthodologie de travail Oui, pour faire sortir quelques conclusions de notre rapport. En fait, il faut savoir que nous, si on pense la décarbonation du secteur de l'autonomie, dans un premier temps, c'est vraiment pas pour qu'elle aille en contradiction avec ce qu'est à la base le secteur de l'autonomie et en contradiction avec les enjeux qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire des enjeux de problématiques de recrutement, des enjeux de dénutrition, par exemple notamment dans les EHPAD. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de penser, on essaye de penser la décarbonation comme étant compatible avec l'ensemble de ces enjeux. C'est pour ça que la méthodologie qu'on a essayé de suivre au sein du Shift Project, on s'est entouré à la fois d'un comité de pilotage où il y avait la CNSA, le N3S et l'ADEME pour orienter les grandes stratégies du rapport, mais on s'est entouré aussi d'un groupe de travail que j'en profite de remercier s'ils m'écouteront un jour, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, justement où, en gros, quand on essayait de proposer quelque chose, on soumettait nos propositions, nos modélisations, nos hypothèses à ce groupe de travail qui était constitué essentiellement de personnes travaillant dans le secteur de l'autonomie pour essayer de valider avec eux nos intuitions, nos hypothèses. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la feuille de route qu'on propose avec un ensemble de leviers d'actions de décarbonation que vous retrouverez sur le site du Shift Project avec plein de résumés et des fiches actions qui peuvent peut-être vous aider, en fait, ces fiches-là, on les a partagées à un ensemble d'acteurs du secteur d'autonomie. On a consulté une quarantaine ou une cinquantaine d'acteurs et on a essayé de leur demander, bon ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces leviers? Comment est-il adapté au secteur, etc. Et un exemple vraiment parlant, je pense, pour essayer de comprendre comment on a construit cette feuille de route de décarbonation, c'est celui de l'alimentation. J'insiste sur le fait qu'on a essayé d'adapter nos leviers aux spécificités du secteur. Et l'alimentation, c'est parfait pour illustrer ça. Dans l'alimentation, comme je le disais, on a un enjeu fort de dénutrition. De plus, on a un enjeu culturel, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé en termes de, par exemple, réduction de protéines animales au profit de protéines végétales, d'un point de vue culturel, aujourd'hui, c'est pas forcément accepté par les personnes accompagnées qui ont besoin de voir de la protéine animale dans leur assiette, etc. Oui, il y a des effets de génération dans tous ces sujets. Exactement, Mm. exactement. Et donc, ce que ça implique, c'est un besoin d'accompagnement si ces leviers sont mis en place. Mais typiquement sur l'alimentation, en fait, on a consulté des gériatres et des nutritionnistes et on s'est basé sur la littérature à jour aujourd'hui pour essayer de comprendre jusqu'à où on pouvait pousser la baisse de la consommation de protéines animales. Et donc, on a adapté ces baisses aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce qui fait que, par exemple, on est moins ambitieux que ce qu'on pourrait proposer sur des personnes en bonne santé entre 20 et 50 ans, par exemple.
Et Combien de temps vous avez mis pour réaliser ce travail? Bon, déjà, le Shift Project ne démarre pas de rien. Vous avez déjà une énorme oui, connaissance et exactement. d'approche de ces sujets. Combien de temps vous avez mis pour... Parce qu'en fait, les détails, là, il y a plein de détails à regarder. Puis j'imagine les discussions ont été un peu... On a eu des fois, ça doit être un peu challengeant. Ah, totalement, totalement. Alors ce projet, si on prend juste le projet autonomie, il a été impulsé par la CNSA il y a un an. En fait, c'est en mars 2023 qu'il a été initié. Et donc c'est depuis mars 2023, on a passé 6 mois à faire le bilan carbone et ensuite 6 mois à faire la feuille de route, à essayer enfin, à faire nos modélisations de scénarios, de décarbonation, etc. Donc ça a duré un an, mais comme enfin, vous l'expliquez parfaitement, en fait, il se basait déjà sur les projets, enfin, les travaux qu'on a réalisés sur la santé depuis 2021. Et un. Et il y a énormément de choses qu'on a utilisées, où on a en fait réutilisé ce que le Shift disait sur l'alimentation, sur pardon, les transports, sur les bâtiments, etc. Donc on s'est Bien vraiment sûr. basé sur l'existant. Mais le projet en lui-même a duré un an. Sur cet aspect aussi de consultation, en fait, on a pu identifier un ensemble de prérequis. C'est-à-dire que notre rapport propose des leviers et des actions assez concrètes à mettre en place. Mais en fait, on a aussi identifié des prérequis, c'est des choses qu'il faudrait mettre en place pour accélérer et favoriser la mise en place des leviers concrets de décarbonation. Et dans ces prérequis, en fait, il y a le fait de planifier la décarbonation, c'est-à-dire de l'organiser, comme vous l'expliquez très bien, c'est d'avoir cette vision systémique pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Il y a la nécessité de financer cette décarbonation. Il faut savoir que la CNSA, justement, travaille en ce moment sur cet enjeu-là. Ils se servent de nos travaux qu'on a fait sur la quantification de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de comprendre combien ça va coûter de mettre en place ce qu'on propose et ensuite de voir comment on peut financer cette décarbonation. Et en fait, la décarbonation, dans beaucoup de cas, peut nécessiter des financements. Dans d'autres, ça peut être rentable, mais dans d'autres, ça peut nécessiter des financements comme la rénovation, par exemple. Donc financer, outiller les acteurs, c'est-à-dire en fait mutualiser les connaissances et faire en sorte que les acteurs soient accompagnés. Là-dessus, il y a l'ANAP. Je vous invite à regarder ce que fait l'ANAP parce qu'elle propose, enfin l'Agence nationale d'appui à la performance, parce qu'elle propose énormément de choses pour le médico-social, avec des guides sur comment baisser la consommation d'électricité, comment favoriser la mobilité bas carbone, etc. Et les deux derniers points, c'est la décarbonation doit être construite avec les professionnels du secteur et les personnes accompagnées, les familles, les proches aidants. Par exemple, l'alimentation, il ne faut pas passer du jour au lendemain à une alimentation uniquement basée sur des protéines, majoritairement basée sur des protéines végétales. Il faut accompagner les personnes, construire les menus avec les personnes accompagnées, les familles, s'adapter aux besoins, s'adapter à des personnes qui ont des problèmes de mastication, par exemple dans les établissements pour personnes âgées, mais s'adapter aussi aux besoins des personnes en situation de handicap justement pour être sûr que ça soit accepté et que ça soit adapté à ce qui est réellement voulu dans le secteur. Les chantiers me paraissent énormes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui ne travaillent pas forcément ensemble. Vous avez dû voir, hein. Ils travaillent plutôt en silo, certains. Et en plus, par exemple, sur les bâtiments, on peut le prendre l'axe bon, EHPAD, mais on peut le prendre aussi sur l'axe, bah, c'est un secteur dans le bâtiment. C'est pas c'est pas un sujet autonomie, mais un secteur du bâtiment. Euh, euh, pour la mise en application de l'ensemble de ces mesures, bon, il y a quelques années quand même, mais euh, c'est qui doit fédérer en fait? Qui doit prendre le leadership ou les leaderships pour que vos recommandations soient mises en place? Et à temps. Alors, déjà, enfin, en fait, le leadership, il doit se faire c'est à multi-étages. Déjà, il faut comprendre comment se pilote le secteur de l'autonomie. Et il y a un pilotage national, mais il y a aussi un pilotage régional avec les ARS, et ensuite un pilotage départemental avec les conseils départementaux. Et ensuite, si on descend à une échelle plus basse, en fait, c'est au niveau des structures. Et en fait, concrètement, nous, ce qu'on considère, c'est que toutes les échelles, en fait, doivent être concernées par cette décarbonation. Et si on peut pas dire c'est le national qui doit piloter ça, parce qu'en fait, le national doit s'inspirer de ce qui est fait sur le terrain, doit valoriser les initiatives locales, etc., pour être mis en place. Et en plus, le national, de temps en temps, enfin, la décarbonation, même si nous, on dresse les grandes lignes de décarbonation, derrière, elle doit être adaptée aux spécificités du territoire. Un milieu rural ne va pas mettre les mêmes mesures en place que le milieu urbain. Dans le sud, on ne va pas avoir les mêmes problématiques de chauffage ou de climatisation que dans le nord. Voilà, dans des milieux montagneux, on n'a pas les mêmes problématiques, etc. Donc, en fait, c'est vraiment, pour nous, c'est à multi-étage que ça va se faire. Maintenant, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de constater que là, c'est la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie qui a initié ces travaux-là, qui cofinance une large partie des activités du secteur. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à cette échelle, en fait, il y a une préoccupation de planification de la décarbonation. Et je trouve ça très important, justement, que ça soit à l'échelle nationale qu'il y ait une planification. Maintenant, cette planification, comme je disais, elle doit enfin, s'accompagner. En fait, derrière, elle doit être déclinée en planification régionale, territoriale, départementale et derrière à l'échelle de chaque structure.
Mais d'ailleurs, alors, je vais quand même continuer sur cette question. Parce qu'en fait, il y a un enjeu de le faire bien, c'est-à-dire pas s'apercevoir, se réveiller dans 20 ans en se disant, bah zut, on a mal isolé, on a mal fait ce qu'il fallait. Puis il y a un enjeu il n'y a plus le temps en fait, il y a un enjeu de rapidité, de vitesse. La vitesse, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit le national qui dirige, et puis j'allais dire, les EHPAD par exemple, bah, appliquent ce qu'on leur dit pour isoler. Parce que si on laisse chacun sur le territoire décider sur comment on va isoler son EHPAD, son établissement, comment on fait soi-même l'alimentation au niveau sur le territoire, etc., est-ce qu'on va arriver dans les temps? Vous voyez ce que je veux dire? On Oui, va oui, peut-être je faire de la vois. qualité, ce ne sera pas uniforme, mais en fait, on ne sera pas dans les temps. Bah, en fait, non, vous avez raison là-dessus. C'est que il faut aller vite. Et effectivement, en fait, à l'échelle nationale, en fait, ce que ça peut permettre, c'est de sortir, on va dire, des logiques très court-termistes de fonctionnement des établissements pour essayer de donner des directions plus long terme. Et voilà. Par exemple, un enjeu très important, c'est de rénover les bâtiments. Ça, effectivement, faut que on soit aligné en termes de pratiques de rénovation, c'est-à-dire qu'on repose sur ce que sait faire aujourd'hui la filière de rénovation et s'assurer qu'on fasse les bonnes rénovations, pas que des rénovations ponctuelles, mais des rénovations Bien sûr. performantes, etc. Ça, c'est l'exemple que j'avais en tête en vous posant la question. Ben, la rénovation, oui, est très parlante. On peut faire des rénovations petit bout par petit bout, mais en fait, potentiellement, on se rendra compte qu'il aurait fallu plutôt faire, même d'un point de vue économique, faire tout d'un coup. Et même, dans certains cas, il y a un ordre. Il vaut mieux d'abord rénover et ensuite changer les systèmes énergétiques. Comme ça, le système énergétique est adapté aux nouveaux besoins permis par la Oui. rénovation. Ah Comme ça, oui. le calibrage est fait. Maintenant, en fait, il y a aussi ce sentiment d'urgence et ce besoin d'urgence. Ce que ça veut dire, c'est que typiquement, un établissement qui sait qu'il ne va pas pouvoir se rénover avant 10 ans, mais qui a une chauffage qui repose sur du chauffage au fioul, bah, en fait, il a quand même intérêt à changer son système de chauffage vers une pompe à chaleur, parce qu'il y gagnera, enfin, on y gagnera quoi qu'il arrive d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre. Euh, et maintenant, ce sentiment d'urgence, en fait, il y a un autre point, c'est que la décarbonation, et peut-être que l'échelle nationale ou départementale ou régionale peut aider ça, c'est que effectivement, il faut éviter que tout le monde parte dans toutes les directions. Et surtout, il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau local, qui ont bien marché et qui méritent d'être partagées. Et en fait, nous, on trouve qu'il y a un enjeu très important à mutualiser les bonnes pratiques et en fait que les secteurs partagent, ah tiens, moi j'ai réussi à mettre en place telle flotte de véhicules, au début j'ai eu tel frein. Je vous conseille dans ce cas-là de plus faire comme ça, mais de faire comme ça, et vous verrez, ça marcherait potentiellement bien. Donc mutualiser ces connaissances pour aller assez vite. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur la décarbonation, il y a ce qu'on a, enfin, il y a des actions qui peuvent être rapidement mises en place et qui peuvent permettre des gains importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La réduction du gaspillage alimentaire peut être assez rapidement mise en place. Euh, une meilleure coordination territoriale des acteurs de services à domicile peut prendre un peu plus de temps, mais ça permettrait un gain très important en termes de baisse des déplacements. Voilà, donc il y a pas mal les actions de sobriété. Je pense qu'il y a pas mal d'établissements qui se sont intéressés depuis la crise énergétique de 2022. En fait, les actions de sobriété, pardon, peuvent être mises en place dès à présent. Il y a beaucoup de guides qui existent aujourd'hui pour aller vite là-dessus et peuvent permettre aussi des gains énergétiques assez importants. Donc voilà, mais il faut se rappeler que effectivement, il faut aller vite, mais il faut en tout cas se baser sur ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui est certain aujourd'hui. Parce que comme vous le disiez, on peut aller aussi, on peut faire vite et mal aussi. Et donc Ah ça peut oui. être contre-productif sur le futur. Ah oui. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui sur lesquelles on peut aller vite et on sait qu'on ira dans la bonne direction. Et si je dirige un gros SAD concrètement, et je vous écoute en fait, qui va me guider concrètement? Par où je vais commencer et qui va me guider? Ça, c'est une question, honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Qui va guider concrètement enfin, c'est ce que j'essaie vraiment de faire comprendre, c'est que euh, il y aura sûrement une feuille de route à l'échelle nationale de décarbonation pilotée par la CNSA, etc., et qui sera ensuite territorialisée. Donc là, il y aura, on va dire, le cadre dans lequel s'insérera la décarbonation pour essayer de respecter l'objectif de baisse de moins 80% d'ici 2050. Donc en fait, le guidage général, peut-être l'orientation, elle sera permise, enfin, elle sera faite au niveau national ou au niveau des ARS ou des conseils départementaux. Et donc ça, c'est peut-être du point de vue guidage. Maintenant, du point de vue opérationnalisation, bah, c'est sûr que ça sera au niveau de l'établissement, du territoire, du groupe d'établissement. Et l'adaptation enfin, de ce qui aura été dit au niveau national bah, se fera forcément à l'échelle du territoire, enfin, à l'échelle de la structure. Mais voilà, c'est mon intuition. Maintenant, je ne suis pas certain de qui Bien va sûr. gagner dans le futur. On peut aussi très bien dire que le rapport qu'on a produit donc, avec la CNSL et le N3S au Shift bah, peut servir d'un guidage, d'un premier guidage, enfin, sert de première brique à la planification et donne une première orientation sur ce qui peut être mis en place. Maintenant, est-ce qu'on peut attribuer le guidage au Shift Project? Ça, j'en suis clairement pas sûr.
La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous êtes jeune, vous voyez ce qui va, j'allais dire, nous tomber ou vous tomber sur la tête quand vous aurez 70 ans, même on est même peut-être, je crains même que ce soit avant. Euh, Votre vision, c'est quoi? Donc, quand vous abordez un sujet sur le secteur comme l'autonomie, vous dites, bon, il faut que chacun y aille dans son coin parce que sinon ça va jamais démarrer, ou alors il faut attendre qu'il y ait une directive nationale. Et Non, par rapport à votre âge, par rapport au fait que vous travaillez sur ce sujet-là, vous voyez ce qui va arriver ou ce qui peut arriver. Et voilà. là, alors, Parce que moi, j'ai 55 ans. Bon, je stresse quand même pour les futures générations, mais je stresse pas vraiment pour moi, quoi. bah, alors dans les faits, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dès aujourd'hui, on fait face aux dérèglements climatiques et aux contraintes d'approvisionnement. Encore une fois, 2022, que ce soit en termes de canicule ou de contraction énergétique et de hausse des coûts de l'énergie pendant l'hiver, sont de très bons exemples sur le fait qu'on subit déjà de plein fouet cette double dépendance au carbone. Donc moi, ma vision, c'est que dans tous les cas, il faut y aller dès maintenant parce que les conséquences sont visibles dès aujourd'hui. Euh, moi, si, enfin, d'un point de vue purement personnel, j'ai une vision quand même assez optimiste sur le sujet. Sinon, je ne travaillerai pas sur cet enjeu et enfin, en tout cas sur la nécessité d'y aller. Cette vision optimiste, là, j'essaie de la traduire dans les travaux qu'on produit, c'est-à-dire, en fait, j'essaie de donner des directions enfin, on essaye plutôt au Shift Project de donner des directions sur, ben, regardez, c'est possible, on peut mettre ça en place et justement, allons-y. Donc, moi, j'ai plutôt une vision optimiste de la situation enfin, la vision est optimiste sur le futur, mais disons qu'elle se base sur un constat qui, lui, est très pessimiste en termes de conséquences du dérèglement climatique et de contraction énergétique. Maintenant, Donc en fait, c'est le jeune ici qui est le plus optimiste, impeccable. Génial. non, mais en fait, je sais plus à qui attribuer cette citation, mais j'aime bien le fait de dire on n'a plus le temps d'être pessimiste. En fait, donc, quoi qu'il arrive, il faut y aller. Il faut se retrousser les manches et il faut essayer de limiter les conséquences du dérèglement climatique. Et en fait, ce que ça implique, c'est de s'intéresser à chaque secteur. Et chaque secteur peut faire des choses, doit faire des choses. Et il faut adapter ce qu'il faut faire au secteur et en fait y aller. On pourrait très bien me répondre, oui, en fait, l'autonomie, c'est 1,5% de la France qui représente entre 1 et 2% de l'empreinte nationale. Mais en fait, moi, ce qu'on peut aussi très bien dire, c'est que déjà, on peut faire n'importe quel découpage dans n'importe quel pays et on tomberait sur des petites régions où l'empreinte carbone, c'est moins de 1%. Et donc, le statu quo, ça serait de dire, il ne faut pas le faire, même si à l'échelle nationale, l'empreinte carbone est bien plus importante. Mais aussi, en fait, le fait de constater que c'est aussi bas, c'est juste une conséquence du fait que la décarbonation, elle nécessite des actions concrètes et donc elle nécessite de descendre dans le détail de chacun des secteurs. Et donc, plus on descend dans le détail du secteur, plus il va représenter un volume d'émissions assez faible. Mais en fait, c'est pas tant le volume d'émissions qui nous intéresse, nous. Oui, Plutôt de se dire, ben, regardez, sur ce secteur, on peut faire ça en place. faire beaucoup de choses, c'est ça, oui. On peut faire beaucoup de choses. Exactement. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Ben, moi, ce que je conclurais, c'est que dans notre rapport, vous trouverez, enfin, acteurs du secteur de l'autonomie, enfin, tous les professionnels du secteur pourront trouver des pistes, des éléments inspirants pour justement initier des démarches de décarbonation à l'échelle de leur établissement ou juste à leur échelle personnelle. On a essayé de produire un maximum de ressources justement pour accompagner tout ça. Et ce qu'il faut retenir vraiment de notre rapport, c'est que la décarbonation du secteur de l'autonomie est largement possible. On peut baisser significativement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 tout en garantissant les fondamentaux que font le secteur de l'autonomie, l'accompagnement, etc. Et il y a une nécessité à travailler sur cette décarbonation pour l'adapter aux enjeux actuels de l'autonomie, qui sont les pénuries d'emploi, les complications liées à l'accompagnement, notamment des personnes âgées ou autres. Merci Donc, beaucoup pour cette émission, c'était passionnant. Vous pouvez retrouver le lien du site du Chiffre Project et de l'étude sous cette vidéo. Merci beaucoup. merci beaucoup. Au revoir.